conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonjour tout le monde. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai assisté ce jour, un jour très important, et j'allais dire pour tout le monde, parce que cet exercice-là, c'est un exercice éminemment important qui doit continuer, et c'est pour ça que je soutiens le plaidoyer que vous avez fait en direction des partenaires, notamment IDLO, pour qu'ils continuent à soutenir cette initiative et l'élargir au niveau national. Vous savez, nous sommes actuellement dans notre pays dans un processus de refondation. Et ce processus de refondation doit nous mener vers la refondation politique, la refondation culturelle et la refondation institutionnelle. Alors, cette action-là, ce vœu-là, cette ambition-là, c'est pour nous permettre, in fine, de disposer d'un État, d'une gouvernance capable de rendre possible la prise en compte des profondes aspirations de notre peuple à se voir bien gouverné dans la gestion de ses affaires et que tout se passe dans le respect de la légalité et dans le respect de la justice. Ça veut dire que la justice, le système judiciaire, les acteurs de la justice, ils ont un rôle pilier, un rôle très important. D'où l'importance de la nécessité que les uns et les autres soient en situation de connaître, de comprendre, de s'approprier, d'internaliser tous les mécanismes de manière à ce que les règles du jeu soient bien comprises par les uns et les autres et respectées par tous. Le procureur vient de le dire. Si tout le monde effectivement comprenait les règles du jeu, les conclusions hâtives là, auxquelles les uns et les autres parviennent souvent, et nos amis, comme on l'a bien décrit, et mon frère et ami Abdraman, ancien président du CSC, d'ailleurs de l'ONC avant le CSC, c'est extrêmement important que les acteurs des médias, les citoyens de façon globale, avant de se prononcer, ne soient pas dans la posture de se mettre à parler à l'emporte-pièce, à critiquer sans connaître. Je prends que le cas de ce matin qui a été exposé par le ministre de la Justice. Le ministre dit, pour ne pas être accusé d'ingérence, voilà l'attitude qu'il a délibérément choisi d'observer. Et ils ont délibérément choisi en tant qu'État. Donc là, je considère que ça concerne l'agence judiciaire de l'État, qui est donc partie au procès, qui défend les intérêts de l'État, qui, face à ça, s'est comporté en citoyen simple, en État patriote, en État citoyen, en État patriote, pour accepter qu'on lui dise, bien que c'est l'État, c'est au nom de l'État qu'ils agissent, qu'on lui dise qu'on ne va pas poursuivre, mais il faut utiliser d'autres mécanismes qui sont prévus par la loi. C'est-à-dire plainte avec constitution de partie civile et paiement des cautions qui ont été demandées. Vous vous rendez compte? Et ça là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas souvent arrivé dans l'État qu'on veut présenter comme étant un État prédateur.
un État qui, comme certains le disent, qu'on est en train de contourner les règles, on est en train d'imposer les gens, on est en train de les forcer la main, parce qu'il y en a des gens, aujourd'hui, avec le temps, on arrive à découvrir que certains, ils ne sont plus là pour l'intérêt général. Ils sont là pour leurs intérêts et les intérêts de ceux qu'ils ont choisi de défendre. Et le ministre, vous avez entendu ce qu'il a dit. Le ministre dit que le juge en question, disons le procureur général en question, a refusé de communiquer avec ses collègues, mais a choisi de parler avec les avocats de la partie accusée. Et il est même allé plus loin, jusqu'à dire que le magistrat en question a préféré dire à ses avocats son intention et les raisons pour lesquelles il a choisi de se comporter comme il est en train de se comporter. Ils n'ont qu'à aller se tenir tranquille et la procédure ne va pas continuer. Lui, en tout cas, il ne le fera pas. Ça veut dire qu'il pensait qu'il avait les moyens de bloquer l'État dans son action publique à ce moment. Pas dans l'État en tant que victime et de ce que sera les conséquences des actes que les uns et les autres ont posés et qui ont conduit à leur poursuite. Si aujourd'hui, chacun de nous ne prend pas conscience de la nécessité que nous changions de comportement, lorsqu'on dit qu'on va faire la refondation politique, ça veut dire que c'est tout le système politique qu'on est obligé de voir, de revoir. Les lois, toutes les lois qu'on a héritées qui sont mauvaises, qui ne cadrent pas avec nos ambitions, qui ne cadrent pas avec nos réalités, qui ne cadrent pas avec ce que nous voulons faire de notre société, le type d'homme que nous voulons avoir dans notre société, pour l'ambition que nous nourrissons, celle d'affirmer notre souveraineté et notre indépendance dans les rapports avec les uns et les autres. C'est ça l'esprit. Et on dit, à côté de ça, on sait que la seule refondation politique ne suffit pas. On a parlé de refondation culturelle. Et la refondation culturelle doit nous conduire à revoir tout de notre culture-là, de nos pratiques, de nos comportements, de nos attitudes, de notre mentalité, pour que nous puissions nous donner, in fine, une façon de nous comporter qui prenne en compte l'ambition de construire une véritable nation unie, forte et fière, qui puisse jouer son rôle dans la relation avec les autres. Et enfin, la refondation institutionnelle, ça veut dire que toutes les institutions vestiges que nous avons héritées, avec lesquelles nous vivons aujourd'hui, qui ne sont plus nécessaires, qui sont une entrave, qui constituent des blocages, nous devons être capables de les neutraliser pour être dans la position de les changer. Et c'est ça que la charte actuelle, là, c'est bon de le savoir. La charte actuelle, la charte de la refondation qui a valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qui est la constitution d'aujourd'hui, elle a pris en compte toutes les recommandations qui ont été formulées par les assises nationales de la refondation, à travers lesquelles il y a une des recommandations fortes, c'est celle de bannir tous les privilèges et tous les avantages qui sont source de rupture d'égalité entre les citoyens. S'il est vrai que nous sommes dans une république qui doit garantir l'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous devant les services publics, alors il ne doit pas y avoir de privilèges quelconques qui puissent rendre possible une rupture d'égalité dans les rapports et dans des uns et des autres avec la loi, avec l'administration. Et c'est cela qu'il faut que chacun de nous comprenne, y compris ce que j'ai entendu ce matin, lorsque le ministre a dit qu'il y a les membres du CNSP et les membres du ministre ont des avantages. C'était prévu dans l'ordonnance qui avait été faite avant, mais à partir du 26 mars, retenez ça bien, retenez pour dire, à partir du 26 mars, date à laquelle la charte nationale de la refondation est entrée en vigueur, plus personne n'a aucun privilège. Tous les textes doivent être revus de manière à ce que les citoyens, tous ensemble, nous soyons égaux devant la loi, devant les services. Chacun, quand il a affaire avec la justice, il doit se défendre dans les mêmes conditions que tous les autres. C'est ça l'esprit. Et c'est ça
la volonté de la refondation. Donc aujourd'hui, je considère que cet exercice que j'ai suivi de bout en bout, vraiment je me félicite de l'initiative, je me félicite de ce qui a été développé et du choix que vous avez fait de la thématique. Parce que là, vous nous avez fait entendre un certain nombre de personnes qui ont bien assumé leur rôle. D'abord, les services d'enquête, on a pris un exemple. On a amené la police, on aurait pu amener la gendarmerie aussi, pour que les gens comprennent que la gendarmerie aussi fait œuvre de service d'enquête. Et on a amené le juge d'instruction qui instruit, on a amené le procureur qui lui aussi engage la poursuite, et pour qu'il explique leur rôle, comment ça se passe. Parce que les gens, évidemment, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas c'est quoi le rôle des uns et des autres. Et comme je l'avais dit un jour à l'occasion d'un séminaire organisé par l'ex-syndicat des magistrats, le SAMAN, à l'époque, ils ont organisé, et à cette époque j'ai pris par parole, j'ai dit il y a un problème qu'on va régler. C'est la confusion que les uns et les autres font de tous les acteurs de la justice. Parce qu'ils portent la même toge, le même modèle de toge. Tout le monde est en noir et blanc. Et les gens confondent le greffier, ils confondent le procureur, ils confondent l'huissier, ils confondent le notaire, ils confondent les avocats, parce que tous sont habillés de la même façon. Alors il faut que rien que ça, là, si on applique ça, on arrive, dès que tu vois un monsieur en toge bleue, ça veut dire que c'est un notaire. Un monsieur en toge verte, ça veut dire que c'est un avocat. Un monsieur en toge rouge, ça veut dire que c'est un magistrat du siège, du jugement. C'est un monsieur en toge, je ne sais pas, une autre couleur, on va savoir que c'est un procureur. Un monsieur en toge d'une autre couleur, on va savoir que c'est un juge d'instruction. Comme ça, il n'y a pas de confusion. On ne peut pas confondre le greffier avec le procureur ou le greffier avec le magistrat. Tout ça aujourd'hui, c'est fait. Tout ça, aujourd'hui, nous vivons ça. Et j'espère que vous vous rendez compte de ça. Alors qu'il suffit simplement de décider qu'on va faire la part des choses, que l'habillement ne sera plus le même. Et quand on est haut magistrat, par exemple, au niveau d'une cour, on doit avoir aussi son habillement différent. Sa toge doit être différente. Comme ça, ça évite la confusion. Mais aujourd'hui, les gens, cette confusion-là, mais elle est favorable à beaucoup de choses. Et je termine avec la dernière partie, où, comme vous l'avez dit, monsieur et mon frère Ali China, mais quand les gens ont des affaires civiles, vous avez pris l'exemple de la dette commerciale, vous avez pris l'exemple du loyer, où les gens amènent les gens parce qu'ils ont des amis là-bas à la police, ils viennent les avoir et on dit c'est abus de confiance. Et on dit escroquerie, abus de confiance. Où est l'escroquerie ici? Je suis dans ta maison, je n'ai pas les moyens de payer ton loyer, d'accord. Mais en quoi est-ce que je suis escroc? J'ai pris de l'argent, je reconnais la dette. Je reconnais la dette. Je n'ai pas. Mais ma promesse aussi qui m'a été faite, qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Quand j'aurai mon salaire, je vais payer. Mais je n'ai pas eu le salaire. J'ai eu retard de salaire parce qu'il y a d'autres réalités qui ont fait que mon employeur n'a pas pu me payer. Est-ce que je suis escroc? Mais en vertu de quoi? Mais alors, on amène cette affaire-là au niveau des services d'enquête de la police. Les gens, on vous enferme, on vient, on vous ferme vos oreilles, on vous écaquille les yeux. Parfois même, on vous met dans une cellule et on vous dit, après, on va vous sortir et on dit, on a fait peur à quelqu'un. Est-ce que le rôle de la police, c'est ça? Est-ce que le rôle de la justice, c'est ça? Tout ça, on doit arrêter ça. Nous devons avoir des acteurs citoyens qui doivent œuvrer de manière citoyenne à rendre un service public et dans le domaine où on sert le pays pour sortir de la situation que nous vivons aujourd'hui, où on a un État prédateur, où les acteurs, au nom de l'État, travaillent plus pour se servir qu'à servir l'État et qu'à servir le peuple. Or, il faut que ça change. Si nous voulons que les choses changent, il faut que tout le monde comprenne ça et qu'ensemble nous partons dans ce sens. En tout cas, c'est la volonté que nous avons et c'est le sens qui est donné au processus actuel de la refondation. Il faut que les uns et les autres le retiennent et le comprennent. Voilà, je vous remercie. Merci en tout cas. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.